Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. C'est le moment, je sais que vous l'attendez nombreuses et nombreux, des livres, des conseils de lecture. Alors, tout d'abord, je voudrais rendre hommage, vous savez, ces conseils de lecture, j'en ai eu l'idée parce que Alain Soral les faisait sur le site Égalité et Réconciliation, et j'ai du mal à dire réconciliation de nos jours. Mais en tout cas, il faisait ses conseils de lecture tous les mois, et puis je crois que ça s'est un petit peu espacé. Et c'était des livres qu'il appréciait. Et puis aujourd'hui, ce sont essentiellement des livres contre-culture ou qui sont vendus par le site. D'ailleurs, je les salue puisqu'ils vendent également mes livres. Euh, et la raison pour laquelle je fais ces conseils de lecture, c'est parce que lire est fondamental et que non seulement pour une formation intellectuelle, pour une culture, il est important de lire pour comprendre le monde, pour ne pas se faire avoir, comme disait justement, je me souviens qu'une des premières phrases que j'ai entendues d'Alain Soral, il y a oula, bien plus que 10 ans, c'était de dire, plus on est conscient, moins on se fait avoir. Et pour être conscient, eh bien, il faut lire, il faut se cultiver. Mais aussi pour être un guerrier, il faut lire. Parce qu'un guerrier n'est pas une brute épaisse avec la tête vide. Un guerrier lit, se cultive à la mesure de ses connaissances, parce que justement, puisqu'il est un guerrier et qu'il a la maîtrise de la violence, il doit comprendre dans quelles opportunités et dans quel cas il doit l'utiliser, ou il peut l'utiliser. Car la violence sans la connaissance et sans le discernement, ce n'est que finalement une forme d'autodestruction et que des pulsions non gérées. Tout cela, on en parlera d'ailleurs dans mon prochain livre sur la peur, la violence, la force, la culture. Vous allez voir, tout ça c'est très lié. Cette année, 2018, printemps, conseil de lecture que je combine avec ceux de l'été parce que là je suis trop occupé à l'écriture justement de ce prochain livre et des suivants, et donc je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo donc j'ai pas le temps de lire. Donc là je vais vous faire j'ai pas mal de livres qui sont une partie de ce que j'ai lu, on va dire ces 3 derniers mois. L'autre partie ce sont des livres relatifs à mes prochains livres qui sont de la documentation. Euh, bon, je peux pas vous faire tous les 3 mois un des conseils de livres parce que parfois, là, les livres que je lis comme documentation, par exemple sur la peur, alors ça, la documentation a été faite il y a ces dernières années, ce sont essentiellement des livres assez techniques, ce sont des revues de neurologie, de psychologie, de psychiatrie, donc ce sont soit des livres, soit des revues scientifiques qui n'ont aucun intérêt autre. Parfois, je lis des livres très longs, 200, 300 pages, parfois plus, pour en sortir une citation mise dans le livre ou pour justifier parfois une affirmation scientifique que je vais écrire dans le livre sur le fonctionnement, par exemple, de la neurologie liée à la peur. Enfin, on va pas parler de ça maintenant. Mais donc pour ça, pour dire que j'ai beaucoup de lectures à faire et, euh, et que parfois elle n'est pas pertinente et que ce ne sont pas des livres assez bons. Et puis, c'est vrai, je lis aussi beaucoup de livres qui sont nuls. Et donc, ça m'énerve quand je lis des livres nuls. Je sais que vous êtes nombreux, enfin, vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé des livres. Je n'en ai pas encore parlé, donc je suis pas en train de dire que les livres que vous m'avez envoyés sont nuls, mais qui sont dans ma pile des livres à lire et il me faudra du temps, peut-être cet été, pour les lire. Alors, 1, 2, 3, 4, enfin, une dizaine de livres aujourd'hui. Le premier, très très bon livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares face à la face cachée de la transition énergétique et numérique. Alors, aux éditions Les Liens qui libèrent. Joli nom de maison d'édition. Alors, dans ce livre, Guillaume Pitron nous explique quelle est l'importance de ces terres rares, qui sont en fait des métaux, très utiles pour la fabrication d'aimants, mais aussi d'éléments de technologie que nous utilisons de plus en plus quotidiennement. Alors, notamment dans les communications, les téléphones, les outils liés aux connexions Internet, les écrans plats, les écrans flexibles, il y a de plus en plus d'applications pour les consommateurs, mais en réalité des applications industrielles qui sont très importantes. Et en fait, on se rend compte que, alors sur, je sais pas, 270 pages,
euh, Guillaume Pitron nous parle de la pénurie qui arrive, évidemment de l'impact stratégique. Et d'ailleurs, on découvre que, évidemment, les métaux, enfin les matières premières ne sont pas réparties uniformément à travers le monde. Vous savez, le pétrole est essentiellement dans certains pays. À moins d'être un très grand pays comme la Russie, évidemment, vous avez peu de chances d'avoir une autonomie stratégique de tous les matériaux et de toutes les matières et de toutes les ressources dont vous avez besoin pour vos industries et pour éventuellement exporter. Donc les métaux rares sont essentiellement en Chine. La Chine en a besoin, la Chine considère que c'est stratégique, à juste titre, et de plus en plus, elle a mis un embargo sur son exportation. Alors, on découvre dans son livre l'importance de ces métaux rares, de ces terres rares. On découvre également qui sont les pays qui en ont. J'ai découvert avec intérêt que la France est un producteur assez important de terres rares relativement à d'autres. Et également, il semblerait il y ait pas mal de réserves, relativement, hein, en Corée du Nord. Donc ça pourrait euh, laisser présager une éventuelle source de richesse pour ce pays, qui en a sans doute besoin, ou peut-être la convoitise de pays pour qui c'est vital. Donc ça peut être son voisin la Chine, ça peut être aussi les États-Unis qui en ont besoin pour leurs industries et pour les industries d'armement. Donc voilà, donc c'est un livre très intéressant. Ça sert à rien que je vous donne d'autres détails. Je vous conseille de le lire si vous voulez comprendre. Alors c'est un sujet que j'ai à peine abordé. J'ai conscience, j'avais conscience en 2011, lorsque j'écrivais Survivre à l'effondrement économique, que les terres rares font partie de ces ressources qui s'amenuisent et dans lesquelles on est en train d'entrer en pénurie et donc qui vont générer ou exacerber des conflits. Ce livre donc peut vous donner plus de détails, donc je vous le conseille. Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, vous le trouverez assez facilement partout. Alors pour comprendre aussi les tendances, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre, en tout cas j'ai interviewé récemment son auteur, Michel Drac, qui est un ami, Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat avec une couverture assez excellente, au retour aux sources. Excellente maison d'édition, c'est aussi elle qui me publie, donc ce sont des amis évidemment. Voilà, donc Michel nous reprend en fait, c'est un peu à la suite de son livre précédent, qui est aussi excellent, Triangulation. Il explique ce que signifie l'élection en France d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, et je partage son avis, finalement, c'est une personne qui est beaucoup plus sympathique qu'il en avait l'air avant et pendant la campagne électorale, mais qui a aussi un potentiel assez inconnu avec des enfin, des facettes étonnantes pour l'avenir. On veut pas savoir, on veut pas, on risque de ne pas être déçu du personnage. Je pense qu'il a un profil psychologique assez intéressant. Euh, alors, 8 scénarios que dessine Drac, très intéressants sur qu'est-ce qui pourrait se passer en Europe et dans le monde en fonction de quelques paramètres, en fonction des élections, évidemment, de qui sera le ou la présidente des États-Unis euh, au mandat suivant. Donc, en gros, il est en train de voir ce qui va se passer dans le quinquennat de Macron. Il a scénarisé qu'est-ce qui pourrait se passer entre les élections italiennes, dont la comédie est toujours en cours en ce moment. On n'a toujours pas de gouvernement en Italie après un mois après les élections. C'est pas dit qu'il va y en avoir un d'ailleurs. Donc on a une grande crise en Italie, on a une grande crise en Espagne, on a une crise en France, on a une crise en Angleterre, on a une crise en Allemagne. Elles sont toutes de nature un petit peu différente, mais on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Donc un livre qui vous donne, moi je trouve très intéressant le livre qui donne les scénarios, car les scénarios nous permettent de comprendre qu'est-ce qui est possible. Et comprendre ce qui est possible nous permet évidemment de nous préparer ou de financer les préparatifs, bien que la base des préparatifs, à mon sens, reste la même, quoi qu'il arrive, et même s'il n'arrive rien. Néanmoins, c'est un livre très intéressant, donc je vous le conseille, il est très vite lu. C'est un livre de 192 pages. Euh, voilà, donc 17 euros au retour aux sources. Voir Macron, très intéressant. Alors, j'ai quelques livres en anglais. Alors, justement, en fonction de ce qui va se passer, un des scénarios qui est décrit, c'est, alors on a les scénarios de la guerre dans celui-là,
mais on a aussi des effondrements sociaux en réalité qui peuvent arriver dans la rue. Alors ici, on a un livre de Julian Langness que j'ai interviewé il y a quelques temps en anglais. Donc si vous êtes anglophone, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez le lire. Alors c'est son livre précédent, j'attends avec impatience le dernier, donc c'est un livre de 2016 qui s'appelle Fist Fights with Muslims in Europe. Et un livre qui raconte le voyage de Julian Langness, probablement un jeune homme voilà, d'une vingtaine d'années qui se cherche un petit peu et c'est un Américain qui vient visiter l'Europe. C'est une tradition chez beaucoup d'Américains de faire des voyages dans leurs années formatrices. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu et c'est vrai. Et donc il se retrouve en Europe où il se confronte à la réalité des Européens et de l'islam, puisque l'islam n'est pas très présent aux États-Unis. En revanche, il est de plus en plus présent en Europe, comme les attentats de plus en plus meurtriers, surtout à cette époque, 2016, l'ont montré. Et nous n'en sommes qu'au début, évidemment. Donc cette culture, ces populations qui n'ont rien à voir avec les cultures et les populations européennes, eh bien, posent problème de plus en plus. Et il donne le point de vue d'un Américain qui se confronte à la fois à cette présence étrangère en Europe et aussi aux Européens, à la jeunesse européenne qui commence à s'organiser et qui commence à se préparer à ce qui risque de bien être, en tout cas, une facette d'une crise sociale. On peut appeler ça aussi une guerre civile qui aura lieu peut-être pas, inévitable ou pas. Moi, je pense qu'on risque de la manger en Europe ces prochaines années. Ça fera du tri, c'est pas mal. Donc un livre vraiment bien, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors il n'est pas traduit s'il y a des éditeurs qui voudraient le traduire en français, je pense que vous feriez un bon coup. Euh, mais c'est un très bon livre, donc je vous encourage à écouter l'interview que j'ai faite de Julian Langness et je vous conseille ce livre qui est disponible. Je mettrai le lien ci-dessous. Autre livre dont j'ai eu l'honneur et le plaisir d'écrire la préface, c'est le premier roman de Daniel Conversano, Désolé Jean-Pierre, aux éditions Petit Jean. 20 euros, 240 pages par là, on s'en fiche du nombre de pages, c'est un roman, il se lit vite, il se lit bien, c'est une histoire qui est en fait charmante. Alors Daniel Conversano m'a dit, je lui dis ton livre est chou, c'est un compliment. Et il dit, je suis étonné parce que c'est vrai que on ne peut pas spoiler l'histoire d'un roman. Mais c'est vrai qu'en lisant ce livre, j'ai trouvé que la, certes, les termes sont crus, certes, les termes représentent l'état d'esprit d'une grande partie de la jeunesse européenne aujourd'hui qui en a vraiment plein le cul, comme dirait son auteur, euh, pas seulement de l'immigration. Ça, c'est probablement l'effet répulsif le plus important et le plus visible. Mais en réalité, c'est une jeunesse qui est en échec, qui est en, qui est en échec parce que l'économie ne l'apporte plus, qui est en échec parce qu'elle est citoyenne de seconde zone sur son propre territoire, sur la terre de ses propres ancêtres, par l'islamo-gauchisme et surtout par le gauchisme et le marxisme culturel ambiant que l'on retrouve dans les médias, dans, les, dans la culture et dans le système éducatif, qui écrase cette jeunesse, qui la met sous pression et qui la rend haineuse, qui la rend hargneuse et qui lui donne une soif de, de revanche et de combat. Simplement, pour qu'il y ait explosion, il faut qu'en plus, il n'y ait plus rien à perdre. Or, et on le voit bien dans ce livre, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a encore quelque chose à perdre. Elle a de l'amusement, elle a des sorties, elle a des histoires de cul, elle a encore beaucoup de choses à perdre. Et donc, elle n'est pas encore, disons que dans le crucible, dans le creuset, pardon, le crucible c'est un mot anglais, dans le creuset, la réaction chimique n'est pas encore prête, mais bientôt elle le sera. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que il est très réaliste par rapport à la jeunesse de l'Europe aujourd'hui. Il est très à la fois candide et
comment dire, attachant. Enfin, c'est-à-dire que le personnage est attachant, il émet une certaine tendresse. C'est tout à fait je trouve très talentueux de la part de Daniel Conversano de ne pas avoir écrit un livre qui aurait été moins intéressant si l'héros avait été Bruce Willis tout seul qui change le monde ou qui crée la révolution tout seul. Je ne vais pas spoiler l'histoire, mais je vous conseille de le lire parce que justement il est très réaliste. Il y a un côté, j'ai écrit dans ma préface qu'il y a un côté Tyler Durden et de Bardamu dans ce livre. Pour ceux qui comprennent les références aux deux livres, dont évidemment Fight Club a été mis au cinéma. Et donc, voilà, comme on entend, je dirais on pourrait résumer ce livre d'abord en deux phrases. La première, bah, je viens de la voir, c'est tic-tac, 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 tic-tac. Ça, c'est très très vrai. Et puis une deuxième que je ne retrouverai pas et que je citerai de mémoire, mais qu'en fait, c'est que l'amour, c'est notre avenir. L'amour des siens, des nôtres, mais aussi l'amour de l'avenir que l'on peut créer par la création bien plus positive que d'autres actions, qui est l'amour de la famille, du futur, de l'avenir de nos enfants. Ce qui exclut pas le combat. Mais en tout cas, le combat peut prendre plusieurs formes. Et donc, le parcours du, du héros de ce livre est tout à fait intéressant. Et je pense que si vous êtes un jeune homme aujourd'hui, si vous avez entre 15 et 35 ans, on va dire, vous devez lire ce livre. Donc, Daniel Conversano, Désolé Jean-Pierre, Audition Petit Jean, et une excellentissime préface de Piero San Giorgio. C'est un très bon livre. La suite, encore un livre en anglais. La suite du livre précédent de Vox Day, la suite de Social Justice Warriors Always Lie, la suite Social Justice Warriors Always Double Down. C'est en fait donc cet auteur, Vox Day, qui est un des auteurs les plus intelligents et les plus fascinants dans le monde, on va dire alt-right aujourd'hui, aux États-Unis, eh bien, il nous explique, donc c'est le tome 2 d'une trilogie, il nous explique dans son tome 2, donc dans le premier, vous vous souvenez, il parlait de comment on détecte et comment on réagit aux attaques des Social Justice Warriors, qui pourraient être mis les justiciers, les combattants de la justice sociale. Enfin, c'est un terme très dérogatoire et moqueur de ces gens qui sont des larves humaines et qui font 40 kilos mouillés et qui, avec leurs cheveux dorés, leurs col colorés et leurs piercings, essayent de refaire le monde par la méchanceté et en plus on peut le faire un monde horrible. Eh bien là, il continue à expliquer les techniques de ces combattants de la justice sociale et comment ils infiltrent les entreprises. Et on l'a vu comment les YouTube, les Facebook et les autres GAFA, donc les autres, mais aussi les entreprises partout. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas totalement politiquement correct dans une entreprise, vous allez avoir des gros problèmes. Le souci, c'est que, et il l'explique très bien dans ce livre, c'est que ces gens détruisent les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et donc, elles réduisent la valeur de ces entreprises pour leurs actionnaires. Et il donne pas mal d'exemples d'entreprises qui ont perdu de la valeur, qui ont perdu des clients, qui ont perdu des marchés, voire qui sont en train de faire faillite, parce qu'elles ont été totalement subjuguées, submergées à l'intérieur par ces combattants de la justice sociale, qui en fait ne sont pas là pour le bien de l'entreprise, mais qui sont là pour leur agenda social, pour leur agenda personnel surtout, et pour se donner bonne conscience à bas prix en utilisant les ressources des autres, y compris celles des entreprises qui les emploient, quitte à les détruire. Et donc, Vox Day nous donne dans ce livre des techniques pour détruire ces gens, les identifier, les faire sortir de l'entreprise et finalement les renvoyer là où ils méritent d'être, c'est-à-dire dans le néant et dans la rééducation pour qu'ils puissent redevenir des êtres humains éventuellement ou pas. Mais en tout cas, tant que ce ne sera pas le cas, ils auront notre mépris. Mais surtout, il faut les éliminer de l'Occident, puisqu'ils nous détruisent. Et ces gens qui sont le fruit, ils ne sont pas tous forcément coupables ou des machiavéliques
ce sont souvent des gens qui ont été manipulés et endoctrinés par le marxisme culturel dont on connaît la source. Néanmoins, ces gens eh bien, agissent et mal agissent et sont malfaisants. Et donc nous devons les identifier, les éliminer des postes dans lesquels ils s'infiltrent, notamment les ressources humaines dans les entreprises. Et donc c'est un manuel, donc c'est le deuxième volume d'un manuel de dératisation de ces gens extrêmement nuisibles. Donc je vous encourage à le lire. Vox Day, Social Justice Warriors Always Double Down, Anticipating the Thought Police, aux éditions Castalia House. Je ne sais pas le prix, mais je mettrai le lien ci-dessous. Alors, pour comprendre comment on va démonter tous ces gens nuisibles qui sont en train de détruire nos nations et notre race européenne, hein, il faut le dire, il est intéressant de comprendre d'où on vient et de travailler un petit peu sur l'histoire. Donc les livres suivants seront un petit peu sur l'histoire. Alors le livre, un grand livre, grand par la taille, mais aussi grand par son contenu, est La Grèce, berceau de l'humanité par Simone Le Baron. Je mettrai le lien également ici. Alors c'est un livre, alors ça c'est du livre, hein, c'est du lourd. Pratiquement 700 pages, 698 pages, je ne me souviens plus le prix. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui décrit euh, les origines de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons découvert, enfin, le livre relate, l'auteur relate, et c'est le fil rouge du livre, la découverte en, en Grèce d'un de nos ancêtres très anciens qui change effectivement la datation habituelle avec laquelle on fait remonter les origines de l'espèce humaine. Ici, on se rend compte que la théorie de la venue d'Afrique de l'espèce humaine est évidemment, on le sait depuis déjà pratiquement une vingtaine d'années, même plus 30 ans, qu'elle est évidemment fumeuse et qu'en revanche c'est beaucoup plus compliqué et qu'en réalité, enfin, mon avis, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où on vient, si ce n'est qu'on a des ancêtres probables en Afrique, mais des ancêtres très très anciens. En revanche, les Homo sapiens, on ne sait pas d'où ils viennent. On a découvert récemment des Homo sapiens qui ont 300 000 ans en Afrique du Nord, dans le Maroc actuel, et là on a aussi des restes très proches qui ont 800 000 ans en Grèce. Le, le débat scientifique n'a pas lieu d'être et n'est pas le thème de ce livre. C'est un fil rouge et l'auteur nous amène grâce à ce fil rouge et avec des anecdotes de sa vie personnelle et la rencontre des paléontologues et des archéologues euh, qui ont découvert ces découvertes, à travers finalement un parcours de remise en question et de réquisitoire extrêmement sévère et à juste titre de l'état actuel de la situation de la culture et de la société humaine et particulièrement occidentale, qu'elle fustige à juste titre, et qui montre que eh bien, nous sommes dans de sacrés beaux draps et que nous sommes dans un stade, elle pense aussi, d'effondrement moral, sociétal, extrêmement avancé et que nous risquons d'avoir des sacrées mauvaises surprises. Si vous avez lu mes livres, vous savez que effectivement, je le pense également, évidemment. Et donc, elle nous démontre aussi, donc, dans ce fil rouge, quelles sont les sources de la civilisation grecque qui en réalité hellène et que l'approche grecque, c'est un peu une sorte de pas, je dirais pas falsification de l'histoire, mais c'est une romanisation de l'histoire hellène qu'on appelle la Grèce antique, mais en réalité, on parle de civilisation hellénique, et elle nous décrit comment était cette Hélène d'il y a 2500 et même bien plus ancien que cela. Bien, ça va jusqu'à 3000, même 3500 ans, voire plus loin. Et donc, ce livre est très intéressant que vous soyez intéressé par l'histoire. Si vous voulez avoir une théorie très intéressante sur l'origine de la civilisation européenne, eh bien, ce livre est tout à fait intéressant pour vous. Et puis en plus, effectivement, ce réquisitoire sévère sur l'état actuel de la société, eh bien, est toujours agréable à entendre, puisque dans les médias actuels et dans finalement tout ce qui nous vient du système, il n'y a jamais de critique autre que toujours taper sur les mêmes choses encore et encore depuis 50 ans, alors qu'en réalité, c'est ce système-là qui a tout détruit, qui a détruit un bijou assez exceptionnel qui était la civilisation européenne. Euh, voilà, donc un livre que je vous conseille de lire. J'ai mis le temps hein, pour le lire celui-là, ça a été un travail long, je l'ai fait petit à petit, mais c'est vraiment un excellent livre. Donc c'est un excellent livre qui pourrait vous accompagner sur la plage cet été. Il est long, un petit peu tous les jours.
Il est dépaysant aussi, il vous emmènera dans le nord de la Grèce, il vous emmènera en Égypte, il vous emmènera en Crète, il vous emmènera dans beaucoup d'endroits un peu mythiques. Et en tout cas, je vous le conseille. Donc, La Grèce, berceau de l'humanité, par Simone Le Baron. Alors, un autre gros morceau, alors j'ai beaucoup de lectures ce mois-ci. En réalité, c'est une trilogie. La trilogie Europa de Robert Stuckers, qui est un des grands intellectuels belges, je crois, d'aujourd'hui, en tout cas européens, en 3 volumes. Donc, le premier, Valeurs et racines profondes de l'Europe. Le deuxième, De l'Eurasie aux périphéries, une géopolitique continentale. Et l'Europe, un balcon sur le monde. Et j'ai trouvé que cette trilogie est extrêmement bien réfléchie, bien pensée, puisque au fond, elle commence par nous dire, bon, effectivement, quelles sont nos valeurs et nos racines, donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'Europe. Parce que nous sommes nombreux à parler voilà, de nous rendre compte que nous devons sauvegarder qui nous sommes, d'abord en tant que peuple européen, en tant que culture, et qu'est-ce que c'est que cette culture. Et aujourd'hui, la culture européenne, si on n'y prend pas garde, est certainement la vitrine que l'on montre à tous les visiteurs et à tous ces envahisseurs qui arrivent aujourd'hui, c'est une culture qui est assez méprisable. Il faut être honnête, c'est les McDonald's dans tous les sens, c'est la promiscuité partout, c'est la nonchalance, c'est l'inculture, c'est le divertissement bon marché, mais ça, ce n'est pas l'Europe. Ça, c'est ce qui est devenu l'Occident, mais ce n'est pas l'Europe, c'est autre chose. Alors les plus malins, les plus taquins d'entre vous mettraient ceci entre 3 parenthèses, mais la réalité, c'est que nous devons aller à la source. Et donc, ce que fait Robert Stuckers dans son livre, alors c'est 3 livres d'à peu près 300 et quelques pages, qui sont très égaux en qualité évidemment, et il divise très très bien ce travail. Eh bien, il nous montre à la fois, il y a toujours des allers-retours entre l'histoire et la période actuelle, mais il nous montre finalement quelles sont les valeurs et les racines profondes de l'Europe. Alors ça va sur, évidemment, ça touche à l'histoire, ça touche à des réflexions sur les valeurs profondes que sont l'honneur, que sont le respect et l'importance des femmes dans la culture européenne. C'est la seule culture au monde qui valorise les femmes et qui les respecte comme égales toutes les autres cultures du monde. Alors je m'abstiendrai sur l'Asie, mais en tout cas, ailleurs, les femmes sont très soumises. En tout cas, la manière dont les femmes sont traitées est très particulière en Europe. Euh, on voit dans le deuxième volume que finalement, l'Europe n'est pas que elle-même, et qu'une de ses forces a toujours été d'aller à ses périphéries, aller regarder, aller toucher d'autres cultures, et qu'aujourd'hui nous avons un grand potentiel en réalité sur ce qu'est l'Eurasie, puisque nous faisons partie du même continent en réalité. Nous ne sommes qu'une petite péninsule avec peu de ressources. C'est pour ça que les migrants, les envahisseurs, ils devraient aller ailleurs. Chez nous, il n'y a rien à prendre, c'est fini. Aller en Chine, aller faire chier les autres, quoi. Mais nous, en plus, on va s'énerver. Donc, et quand on s'énerve, bref, et ça va bientôt arriver. Donc, bon, j'ai dit ça, un envahisseur averti en vaut deux, ou trois. Donc, enfin, ils sont déjà nombreux. Donc, bref, et donc là, on nous donne un petit peu le potentiel de l'Europe et où il peut aller s'ouvrir. Et ça inclut, alors bien sûr en priorité l'Asie, mais ça inclut aussi, et pourquoi pas, les liens avec l'Afrique, le Moyen-Orient. Il y a des échanges d'abord commerciaux, un petit peu culturels, et un minusculement, moi je pense que c'est très très bien que l'Europe puisse avoir quelques diplomates musulmans oui, ou africains, c'est très important d'avoir, je sais pas, une cinquantaine de gens de ces pays par nation européenne. Et inversement, qu'on ait nous aussi peut-être 10, 20 Européens qui vivent en Afrique, dans chaque pays, mais pas plus. Et qu'on se sépare et qu'on se développe, parce que c'est trop le bordel, c'est vraiment trop le bordel. Alors, bon, c'est pas de ça dont parle le livre, je m'égare un petit peu. Bref, donc voilà, une- une- un développement des géopolitiques, des réflexions géopolitiques qui sont traditionnelles,
Et Robert Swager nous donne son avis sur ce que devrait être la géopolitique de l'Europe. Et je suis assez d'accord sur l'idée que nous devons penser à d'abord les nations européennes dans le sens non seulement des nations dans le sens euh, grande entité nationale, mais aussi régionale surtout, mais que les régions seules n'auront pas beaucoup de puissance. En revanche, nous devons imaginer de, de construire, peut-être pas tout de suite, mais à terme, une Europe qui sera puissante, capable de se défendre, capable de redevenir elle-même, mais aussi de communiquer et de travailler avec les autres régions, notamment l'Asie, notamment évidemment la Russie, qui est un pays à la fois européen, à la fois asiatique, mais pas que, la Perse, et d'autres pays du Moyen-Orient, pourquoi pas, la Turquie, évidemment plus loin la Chine, l'Inde, etc. Et donc il y a des perspectives géopolitiques très intéressantes dans ce livre. Et enfin, l'Europe, troisième tome, l'Europe, un balcon sur le monde. Donc, toujours aux éditions BIOS, je mettrai les liens ici en bas, en fait, montrer que l'Europe a toujours été ouverte sur le reste du monde, tant pour aller l'explorer, tant pour intégrer les meilleures idées, tant que pour aller peut-être à l'avenir créer des nouvelles dynamiques du développement humain et d'une nouvelle forme de progrès beaucoup mieux adaptée à notre nature profonde plutôt que, évidemment, que le charabia qu'il y a aujourd'hui. Donc, trois livres très très intéressants. Alors là aussi, je trouve que l'idée d'en faire trois est extraordinaire. Donc, BIOS, l'éditeur que je ne connais pas, a fait un travail extraordinaire, je trouve, tant dans le graphisme que euh, je ne sais pas quelles sont les écussons qui ont été mis. En fait, ça a l'air d'être des seaux. Je serais curieux de savoir ce que c'est. Bon, je vais leur demander. En fait, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. Bref, il y a le graphiste, mais je ne sais pas ce que c'est. 25 euros pièce. C'est un investissement, mais c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Vraiment un livre, trois livres, une trilogie vraiment très très bonne de Robert Stoker aux éditions BIOS, Europa. Il n'y a pas que l'Europe dans la vie, il y a aussi la Chine. C'est pas que. Alors, livre très intéressant d'Éric de la Maisonneuve, qui est un ancien général de l'armée française et qui est un spécialiste de la Chine et qui, dans ce livre, je le ferai très très vite, L'envers et l'endroit, nous donne un livre d'il y a quelques années. J'ai découvert ce livre par les excellentes, voilà, aux éditions du Rocher 2012. Je l'ai découvert par une conférence qu'il a donnée au Cercle Aristote. Excellente conférence hein, au Cercle Aristote. Je les écoute dès que je peux. Et qui donne son avis sur le développement actuel de la Chine, tant économique que social que militaire. Et on sent que c'est quelqu'un qui est mesuré, loin de l'alarmisme américain, loin de la béatitude peut-être européenne ou la naïveté des dirigeants européens. Éric de la Maisonneuve nous donne une vision de la Chine qui est réaliste, qui est sans concession, qui est à la fois étonnante dans la force et aussi les faiblesses de ce grand pays. Et donc, voilà, j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de la Chine. Je me suis retrouvé en lisant ce livre il y a quelques temps. Et je pense, moi je suis plutôt positif sur le rôle de la Chine dans le monde. En revanche, ils vont être brutaux, ça c'est clair. Mais c'est aussi bien d'avoir des gens brutaux. La brutalité, parfois, ça réveille. Et c'est surtout le matin, avec l'odeur du napalm. Mais aussi, c'est parce que c'est un pays qui nous donne, je pense, qui nous donne une certaine mesure et qui sera dans le monde multipolaire dans lequel on entre. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose d'autre que les États-Unis, tant culturellement qu'économiquement. Ça va pas être toujours facile de bosser avec les Chinois, mais voilà, ça va nous réveiller. Il n'y a que la concurrence qui nous fait nous améliorer. Alors on passe de la Chine à l'Afrique. Vous savez que j'aime beaucoup l'Afrique. Et j'aime beaucoup les Africains quand ils sont en Afrique. Et ce livre est excellent, le livre de Bernard Rugan, Eya Safari. Alors c'est un livre d'histoire, mais celui-ci, au-delà des autres livres qui sont excellents de Bernard Rugan, ce livre aux éditions, je ne sais pas le lire, c'est écrit tout petit, mais c'est pas grave, je vous mettrai le lien. Ce livre est d'une qualité absolument incroyable. Et il y a à l'intérieur, alors je suis un fan
pas un expert, mais un grand amateur de la Première Guerre mondiale. Général von Lettow-Vorbeck, c'était le commandant des forces allemandes coloniales en Afrique de l'Est, euh, Westafrika, Deutsches Westafrika. Et son histoire est assez connue pour les amateurs de cette période, donc je la connais bien. Et là, j'ai été sur le cul. J'ai été impressionné par la qualité, les détails et surtout les photos inédite et absolument incroyable de cette épopée. Alors, je pourrais vous en parler des heures de l'épopée de von Lettow-Vorbeck et aussi des autres guerres en Afrique dans la Première Guerre mondiale. Il y a eu le Togo qui était très court, il y a eu le Cameroun, une fascinante campagne du Cameroun. Il y a eu la campagne des Boers en Afrique du Sud. Les Boers, au début, se disaient, mais finalement, on va peut-être combattre les Anglais. Puis finalement, ils ont changé. Ils se sont dit, non, mais d'accord, on va combattre avec les Anglais. Il y a eu la campagne d'Afrique du sud-ouest, en actuelle Namibie. Mais surtout, il y a eu cette campagne qui a débordé au Kenya, sur les possessions belges, qui a fini d'ailleurs en 1919 dans les possessions portugaises, en Angola. Car le général von Lettow-Vorbeck a mis en place une stratégie absolument incroyable d'utiliser les troupes locales qui étaient équipées et organisées au même titre que les Blancs, donc les Africains qui étaient sous son commandement étaient traités comme des Blancs. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. On a toujours cette image des Allemands. Ça, c'est une image que nous a donnée le cinéma, notamment d'Hollywood, qui est pas tellement américain, on est d'accord. Eh bien, là, on a une image réelle, c'est-à-dire que les Allemands à cette époque, en tout cas sous le commandement de von Lettow-Vorbeck, se comportaient de manière très, très bonne avec les Africains. Alors certes, les Africains pourraient me dire, on aurait pu se passer de la présence des Européens dans les pays. Certes, mais il ne faut pas oublier que les Européens sont allés en Afrique, surtout pour virer les musulmans, en tout cas dans l'Afrique de l'Est, surtout pour virer les musulmans qui vous mettaient en esclavage et qui ont pris plus de 10 millions d'Africains pour les castrer et les envoyer turbiner gratos en Arabie et dans l'Empire ottoman. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, enfin bref, livre extraordinaire, avec des photos mais de dingue. Moi qui suis vraiment un amateur de cette... vous saurez tout sur l'épopée du Königsberg, sur les raids au Kenya, sur la cavalerie allemande. Un livre à lire extraordinaire, Heya Safari, général von Lettow-Vorbeck, qui d'ailleurs a été un anti-nazi assez vociférant, et ça a beaucoup emmerdé Hitler et les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale de ne pas pouvoir, comme Ernst Jünger d'ailleurs, de ne pas trop pouvoir l'utiliser. Je crois qu'il est mort juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, von Vorbeck. À vérifier, mais voilà, de tête. Il a dû mourir, il avait refusé qu'on fasse des funérailles nationales à son décès, justement pour ne pas faire de la pub aux nazis. Bref, pour terminer, un peu d'humour. Vous savez que j'aime bien l'humour, j'aime bien aussi l'infanterie et les pieds paquets, comme disait l'autre. Un livre, un recueil de Dimitri Corias, 666 vannes contre le racisme et l'antisémitisme, aux éditions Contre-Culture. Vraiment très drôle. Moi qui adore l'humour, et je pense que c'est très important de se moquer de tout. Et si vous ne pouvez pas vous moquer de quelque chose, vous allez exploser, comme la cocotte minute dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, lorsqu'on se moque de quelqu'un, en général, c'est parce que on n'a pas de haine. C'est paradoxal, mais en réalité, c'est ça. C'est que moi, je me moque de tout, et il n'y a que ceux dont je ne me moque jamais qui sont les moins hauts dans mon estime. Mais par exemple, au hasard, la négrose, c'est la névrose des blacks. Alors c'est un petit mot. Il y en a plein, hein, des comme ça. Et c'est rigolo, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les noirs. Au contraire, je trouve que c'est rigolo. Euh, euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Ben Laden, il faisait ses 5 attentats par jour en direction de la Mecque. Voilà. Il y a plein de petites vannes, des petites blagues comme ça. Il y a quelques en plus. Euh, Je pense que ceux qui pensent d'ailleurs que Contre-Culture et que Soral, c'est comme on dit, un lèche-babouche ou un babouche-olâtre, franchement, lisez ce livre. Vous verrez que je pense que vous vous trompez. Bref, excellent livre, donc 666 vannes contre le racisme et l'antisémitisme. Si vous êtes un antiraciste
véritable, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de gauche, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un antiraciste, eh bien, c'est le livre qu'il vous faut. Voilà. Euh, Pas mal de livres, peut-être longue vidéo. On se retrouvera en automne. J'ai pas mal d'autres livres à lire. Peut-être que j'en aurai pas d'ailleurs pour vous. Peut-être que je vais que lire des livres nuls. Mais on ne sait pas. Lisez, c'est bon pour la tête, c'est bon pour les guerriers que vous allez devenir ou que vous êtes déjà. Et en attendant, préparez-vous.